tous, merci d'être présents chez Filigrane. Cette annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Romain Puertolas, qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous à l'occasion de la parution de son premier roman chez l'éditeur Le Dilettante, avec le titre sans doute le plus long de cette rentrée littéraire, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Comme vous l'avez compris, tout un programme. N'hésitez pas donc à venir nous y rejoindre pour découvrir ce jeune auteur qui était inconnu, je dirais, avant l'été et qui pour l'instant est en train d'être reconnu à travers tous les médias. La preuve, plusieurs caméras ce soir. Il est accompagné jour et nuit par des journalistes français médiatiques. Romain Puertolas, bonjour, merci d'être parmi nous. Ah, bonsoir, oui, violent, merci beaucoup. Oh, là, le mien est très fort. C'est tellement qu'il y a les médias présents. Alors, je l'ai dit, vous êtes le clou littéraire de cette rentrée. Grâce à votre fakir qui fait un extraordinaire voyage, il faut dire que votre fakir, il est particulièrement doué, il va s'en sortir chaque fois que vous le mettez dans des pétrins pas possibles, vous lui faites vivre plein d'aventures. Alors avant de faire la connaissance avec ce fakir, on va d'abord faire connaissance avec vous, Romain Puertolas, puisque vous avez votre premier roman. Est-ce qu'écrire un roman, mais surtout être publié, parce que peut-être que vous en avez écrit de nombreux romans avant d'être publié, est-ce vivre également un extraordinaire voyage, extraordinaire aventure? J'irais presque, pour reprendre le symbole que vous utilisez, est-ce comme monter ou démonter une armoire Ikea, c'est-à-dire très douloureux au niveau de l'esprit, au niveau du corps? Eh bien oui, alors j'ai écrit beaucoup de choses avant ce premier roman publié, puisque c'est mon 8e vrai roman. Les autres d'avant n'ont jamais été publiés. Et puis j'ai écrit d'autres choses qui sont inachevées, donc plein d'histoires, mais que j'ai pas continué et que j'ai pas achevé. Voilà. Donc c'est le 8e roman écrit et le premier réellement publié. J'ai envoyé le manuscrit, comme à chaque fois que j'écrivais un manuscrit, je l'ai envoyé au Dilettante, parce qu'on m'avait conseillé, je ne connaissais pas, on m'avait dit tu verras, ça pourrait aller à ton style, et quand j'ai regardé sur leur page internet, j'ai vu que c'était un petit peu décalé et que ça correspondait bien, donc j'ai envoyé le manuscrit d'avant, celui-là, il a été refusé, j'ai écrit cette histoire-là et je l'ai envoyé, et là j'ai eu une lettre d'acceptation pour la première fois de ma vie. Donc ça a déjà été un premier électrochoc, puisque je me suis dit, ça y est, mon livre va être publié. Voilà. Alors c'est vrai que votre fakir, il va vivre toute une série d'électrochocs. Et pour connaître ces électrochocs, le premier voyage qu'il va faire, il va prendre un avion de New Delhi à Paris, parce que c'est un Indien d'Inde et pas des États-Unis qui va débarquer à Paris. Vous concernant, je dirais peut-être que c'est plutôt prendre une montgolfière, parce qu'une montgolfière, ça permet également de s'élever. Et écrire, finalement, c'est comme prendre une montgolfière. On sait d'où l'on part, mais on ne sait jamais où l'on va arriver. Oui, c'est ce que j'explique dedans, puisqu'il prend le fakir va prendre une montgolfière. Effectivement, on sait d'où on part, on ne sait jamais où on arrive. Moi, c'est un petit peu le cas, puisque ce livre, je l'ai écrit au fur et à mesure, donc j'avais pas du tout l'histoire déjà faite, j'avais pas la fin, j'avais rien du tout, et j'allais au fur et à mesure. Je voyageais avec mon Indien, donc c'est effectivement une montgolfière. J'ai commencé par la première phrase, et puis j'ai continué jusqu'à la dernière phrase. Donc j'ai passé un grand voyage avec lui, et j'ai découvert ce voyage au fur et à mesure où je le faisais avec lui. Alors heureusement, vous avez bien atterri chez Filigrane et dans les mains de nombreux lecteurs aujourd'hui qui s'élèvent de plaisir. Est-ce que si ça n'avait pas été le cas, si le Dilettante ne vous avait pas accepté et que vous seriez de nouveau à votre 10e manuscrit, est-ce que vous seriez devenu danseur de foxtrot, un jockey, un vendeur de Tour Eiffel à Paris pour touristes ? Oui, alors je change beaucoup de profession. J'ai changé énormément de profession tous les 2 ans, 3 ans de ma vie. Je change d'endroit et de profession. Et donc, si j'avais pas écrit ce livre et s'il n'y avait pas eu le succès de ce livre, j'aurais continué avec mon activité principale et je n'aurais pas connu tout ça là maintenant, puisque maintenant je vais me dédier seulement à l'écriture. Mais bon, qui sait, oui, jockey, non, je pense pas. Je pense que je suis un petit peu trop grand pour être jockey. Danseur, c'est bon. Danseur, oui. Je danse pas très bien, mais bon. Vous travaillez chez Ikea ?
Travailler chez Ikea, Non, ouais, on pourrait vous faire des propositions aujourd'hui. Je crois que vous leur avez fait une bonne publicité, non? Oui, alors alors oui, alors un poste de managing. Voilà, le premier Ikea en Inde, parce que finalement c'est la force de votre roman. On apprend quand même des choses sur le côté léger. Il y a la gravité de notre époque qui est mise en avant, mais par exemple, moi je pensais que bien Ikea était partout aujourd'hui dans le monde, puisqu'il y en a même en Chine. Alors moi je me dis si Ikea est en Chine, il y en a certainement partout. Et puis à travers votre roman, on apprend des choses assez intéressantes. Il n'y a pas d'Ikea en Inde. Oui, en fait, quand je l'ai écrit, je me suis dit, mon fakir, il va arriver chez Ikea. Et il va arriver à Paris, puisque moi, je connais Paris, donc mon fakir va arriver à Paris. Et après, je me suis dit, mais comment il arrive à Paris? Enfin, pourquoi il va à Paris? Je me suis dit, il faudrait qu'il n'y ait pas d'Ikea en Inde. Je ne savais pas, hein. En fait, je fonctionne un peu à rebours. Et j'ai regardé Internet et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Ikea en Inde. Donc, je me suis dit, ah, c'est parfait, c'est justifié, il peut venir à Paris acheter. Voilà. Donc, j'étais content. Sinon, il aurait fallu que je trouve autre chose. Voilà. Alors, vous alliez, et c'est ça qui fait la force de ce roman plein de subtilité, parfaitement la légèreté et le côté dramatique de notre époque. C'est subtil, puisque finalement, Ikea n'est pas choisi au hasard. Ikea, aujourd'hui, c'est le symbole de notre mondialisation, notre perte de notre singularité, de notre liberté, surtout. En plus, tout le monde a été au moins une fois dans sa vie chez Ikea, et c'est Ikea qui choisit notre parcours, c'est pas nous qui choisissons. Finalement, c'est le symbole du monde dans lequel on vit aujourd'hui, Romain Puertelas, non, Ikea? Oui, mais c'était pas vu comme mon intention, c'était pas de faire une critique du capitalisme ou quelque chose comme ça. C'était juste que moi j'ai des références contemporaines et mes références sont des marques. Et Ikea fait partie de la vie quotidienne. On se balade, et il y a des affiches d'Ikea. Le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un nouveau pot de fleurs. On va où? Chez Ikea. On va acheter. C'était vraiment pas mon intention de dénoncer un système capitaliste. Et le fakir, lui, il arrive là, il est vachement content de voir ça, parce que lui, il a pas ça là-bas, et il se dit, c'est vachement bien d'avoir autant de pinces à spaghetti, d'avoir autant de cafetières qu'on peut choisir. Et pour lui, c'est être coincé dans un magasin de jouets, en fait. Voilà. Et c'est d'avoir accès. Moi, ce que j'aime, et je dis, la démocratie, c'est ça, c'est d'avoir accès à tout ce qu'on veut, dans n'importe quel domaine. Mais vous nous faites néanmoins réfléchir par rapport à nous qui sommes nés du bon côté de la Méditerranée, où finalement on agit un peu comme des enfants guettés par rapport justement à votre fakir qui découvre, et même avant de découvrir la caverne d'Ali Baba que représente Ikea pour lui, déjà rien que les portes qui s'ouvrent et qui se ferment comme chez Filigrane. S'il était venu avec vous aujourd'hui chez Filigrane, il serait peut-être resté dehors parce qu'il trouverait ça magique, cette porte qui s'ouvre et qui se ferme. Oui, Ajat Achatru Lavash Patel, c'est son nom. Je préfère qu'il le prononce. Mais rassurez-vous, il a plein de trucs pour qu'on le prononce. On pourra faire une séance d'ailleurs. Vous avez des pistes pour prononcer son nom de plusieurs manières différentes. Il vient d'une partie très pauvre du Rajasthan, d'un village très pauvre, et qui n'a pas connu la technologie, la modernité. Et donc il arrive à l'Ikea de Paris et il voit des portes qui s'ouvrent comme ça. Et il se dit c'est super. C'est super si j'avais ça pour mes tours de magie, parce que lui, c'est un arnaqueur qui utilise des tours de magie pour faire croire aux habitants de son village qu'il a des pouvoirs surnaturels. Et il se dit, si j'avais des portes comme ça, je pourrais faire des milliers de trucs, des tours de passe-passe. Mais ce qui est également super, Romain Puertelas, c'est qu'il le dit, c'est de pouvoir partager les choses, parce qu'il voudrait partager ça avec les gens qu'il connaît, parce que c'est pas le tout d'avoir les choses, il faut pouvoir les partager. Et il y a une grande veine humaniste à travers votre fakir, qui est le partage, qui est finalement la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'aider quelqu'un, non? Oui, alors d'abord pour rebondir sur ce que vous dites au début, effectivement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voyager seul et vous allez dans un pays ou une ville et vous vivez ces moments-là tout seul et vous vous dites ah si j'étais allé avec ma femme, avec mon mari, avec mes amis, avec mon frère et tout, et vous avez une espèce de nostalgie de dire je peux pas profiter pleinement de ça parce que je suis tout seul finalement et je peux pas partager, dire regarde ça, et lui c'est ce qui lui arrive, le fakir il est tout seul de chez Ikea, il aimerait que son cousin soit là, il lui dit regarde t'as vu ça, oh t'as vu ça la machine à laver, machin, t'as vu ça, et ça il peut pas le vivre et il est tout seul dans cette Europe où il va être valdingué un petit peu de partout et il n'a pas se faire valoir cette autre personne là pour pouvoir échanger, et c'est ça qui est un peu triste. Et la veine humaine, c'est en fait le message que je voulais faire passer, c'est qu'indépendamment qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des clandestins, qu'il y ait des Indiens, qu'il y ait des taxis gitans qui essayent d'arnaquer, qu'il y ait un petit peu de tout, c'est que ce sont des humains, on est tous des humains, et on a des étiquettes parce qu'on fait des professions ou parce qu'on a des choses un petit peu spéciales, mais finalement on est des humains, et c'est un livre qui est humain, d'un humain
qui apprend à avoir des relations avec les autres humains. La seule relation qu'il avait, c'était l'arnaque et pouvoir tirer de l'argent des autres personnes parce qu'il a connu ça depuis tout petit. Voilà. Un roman de compassion, d'amour, de fraternité. Et finalement, le côté humain, nous sommes tous des côtés humains, à travers ce que moi j'appellerais un conte moderne. S'il y avait une fable à donner à ce conte, c'est le regard, c'est le roman sur le regard, parce que finalement, vous nous apprenez, à travers votre fakir, à changer notre regard. Vous l'avez dit, à travers l'histoire, certains voient des criminels par rapport aux illégaux et aux clandestins, alors que d'autres voient des hommes en souffrance. Le regard, c'est toute l'importance qu'on a pour changer les choses. Oui, c'est une question de regard. En plus, c'est une thématique, la thématique de l'immigration illégale est une thématique assez spéciale, puisque par rapport à toutes les autres infractions sur lesquelles la police travaille, c'est la seule ou l'une des seules où il n'y a pas de côté amoral de la chose. Tout le reste est basé sur des infractions amorales, que ce soit l'assassinat, le meurtre, le viol, le vol, tout ça, c'est des choses qu'on réprime, parce que c'est pas bien, c'est pas accepté dans notre société. Mais l'immigration illégale, finalement, c'est quoi? C'est des personnes qui sont juste nées de l'autre côté, comme je le dis, de la Méditerranée, et qui voient que de l'autre côté, il y a une belle maison avec de la lumière, et qui veulent juste y aller parce qu'ils se disent qu'eux aussi, ils y ont droit. Ils sont juste nés du mauvais côté, c'est juste ça. Et en soi, c'est pas amoral. Ils ne font rien de mauvais en soi. Voilà. Et puis la vie a un prix trop élevé pour qu'on joue avec elle. Est-ce qu'on parlait de Ikea, de ce qu'on fait le dimanche matin? Est-ce qu'on peut tomber amoureux à plus de 40 ans dans la cafétéria d'Ikea Romain Puertolas? Parce que là, c'est une question importante pour beaucoup de dames aujourd'hui, de 40 ans. Oui. Est-ce que c'est possible? Tout le monde attend cette réponse avec impatience. Car Marie, dans le livre... Voilà, c'est une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour aussi dans ce livre. Et ça se passe au restaurant d'Ikea. Et donc, oui, il est possible à n'importe quel âge de tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que soi, qui ne vient pas du même monde. Et juste parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est de la chimie, d'un coup, on voit une autre personne et on se dit, qu'est-ce qu'elle est belle, ou qu'est-ce que ça évoque des choses en nous, et on a nos petites particules qui s'agitent. Voilà, c'est juste ça. Et ça peut arriver avec n'importe qui. Et... Vous êtes un romantique, Romain Puertolas, parce que c'est une belle histoire d'amour que vous nous proposez également. Oui, romantique. J'aime beaucoup le côté romantique et de l'amour. Je trouve que c'est une très jolie chose. C'est la seule chose qui compte finalement, que ce soit de l'amour envers une autre personne parce que c'est votre conjoint, ou que ce soit de l'amour envers, de la fraternité envers une autre personne parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez des échanges et des relations. Et je trouve que c'est beau, l'amour entre les humains. Alors ça peut paraître très innocent, très machin, très mièvre, mais voilà, c'est quelque chose de joli. Et quand on regarde un film, on pleure quand on voit des situations où il y a... Et c'est pour ça, je pense. Est-ce que, également, je vais vous poser une question très indiscrète. Non, mesdames, il n'est pas célibataire. C'est un jeune papa de 2 enfants. Est-ce que votre lit vient de chez Ikea? Est-ce que vos enfants ont un lien avec le lit de chez Ikea? Est-ce que je les ai faits dans un lit Ikea, c'est ça? Paraît-il, 2 enfants sur 10 sont faits dans les lits Ikea. Sauf en Inde. Alors, attendez, faut que je me rappelle du lit que j'avais. Je sais que j'ai une armoire Ikea, justement, l'armoire Ikea, je l'ai. Le lit, pardon, je sais plus, mais oui, j'imagine. Hein, oui. À vérifier donc. À vérifier. Parce que, quand je rentre ce soir, je regarderai. Attends, chérie, pardon, tu peux t'enlever. Je regarde juste la marque du lit. Non, parce pour le troisième, aujourd'hui. Les journalistes, on prépare le deuxième livre à paraître. Parce que finalement, je vous pose également la question, parce qu'on apprend des choses très sérieuses dans ce roman assez léger. Finalement, c'est pas le bon Dieu qui est le plus tiré au monde. C'est le catalogue Ikea. Ah oui, le catalogue Ikea qui a un très grand tirage. Oui, c'est incroyable quand même, la mondialisation. Oui, c'est incroyable. Donc, alors moi, je suis étonné parce que Ikea, c'est quand même une marque. Est-ce que votre éditeur vous a laissé sans problème, choisir votre histoire Ikea, ou est-ce qu'ils se sont posé des questions? Parce qu'aujourd'hui, on est très fébrile dans les maisons d'édition, les procès et autres. Parce que finalement... Vous citez Ikea, vous citez aussi une autre marque, une marque d'une actrice française
Sophie Marceau, qui est devenue Sophie Morceau. Est-ce qu'on peut utiliser facilement les marques pour une mettre marque, en vous dites, livre? l'autre marque, c'est quoi? C'est la Il ne veut pas Vuitton. le dire, ça fait une heure qu'il dit Ikea. Vuitton. D'accord. Donc on passe le grand public au plus cher, quoi. Donc est-ce que c'est pas un risque également? Parce que par exemple, on a reçu Grégoire Delacour il y a quelques mois par rapport à son dernier roman chez Lattès, la première chose que l'on regarde, où il mettait en scène une certaine actrice américaine, et lui, il espère en faire un film avec l'actrice, et voilà-t-il pas qu'il a récolté un bon procès avec les avocats américains qui débarquent. Donc moi, je me suis demandé, tiens, est-ce que Ikea ne pourrait pas débarquer chez vous demain, puisqu'apparemment ça marche énormément. Vous êtes le premier dans la liste des ventes d'aujourd'hui, ou au contraire, ils sont très contents de la publicité que vous leur faites? Moi, quand j'ai écrit le manuscrit, de toute façon, je pensais pas qu'il allait être publié. Donc voilà, moi j'ai écrit avec une totale liberté et avec des références aux marques, puisque je vous ai dit, c'est notre quotidien. Il y en a de partout, des marques. Vous regardez de partout dans la rue, il y en a de partout. Oui, vous êtes chez Filigrane aussi. Hein, c'est une marque. Voilà, hein, voilà, il y en a là, il y en a là. Et, on est marqué de partout. Donc moi j'ai écrit ça sans regarder ça. Après mon éditeur, lui, il m'a rien dit à ce sujet-là. Et en plus, bon, moi Ikea, je sais que j'ai le droit de le mettre dans un titre, je pense. Après il y avait l'histoire du logo. Bon, ça c'est mon éditeur qui a vu ça. Ils ont dit oui, on prend le logo. Et finalement on n'a pas eu de retour d'Ikea, si ce n'est qu'apparemment le directeur l'a lu et a bien aimé. Donc voilà, et puis je pense que c'est une publicité pour eux, puisque je ne dis pas de choses méchantes sur Ikea, c'est juste un constat, tout le monde vit avec ça, ça aurait pu être une autre marque, voilà. En tout cas, dès demain, si vous n'avez pas de lit Ikea, je crois qu'ils peuvent vous en envoyer un grand pour agrandir la famille. Romain Puertolas, est-ce que écrire, c'est regarder à travers une fenêtre qui n'existe pas? Oh là là, pour faire allusion justement à votre Dieu qui voyage en taxi. Et le roman que votre fakir va écrire, il y a une très belle histoire où il se retrouve enfermé et il demande à son cohabitant dans cette prison de lui décrire ce qui se passe dehors. Ouais. Et après, je ne sais pas si on peut trop dévoiler l'histoire. Oui. Finalement, il y a un sourd, il y a un aveugle et ils essayent de communiquer. Donc je me dis, est-ce qu'écrire, c'est un peu ça finalement? C'est imaginer des choses qui n'existent pas à travers une fenêtre, qu'elles soient ouvertes ou pas. Oui, bah là vous faites référence à... Il y a un roman dans le roman, voilà. En fait. Voilà. Le fakir va écrire un roman. Et il y a une histoire de sourd et d'aveugle et chacun communique comme il peut à l'autre. Et l'aveugle écrit un roman, donc ce qui est assez original puisqu'il l'écrit en tâtant comme ça un carton pour pas dépasser du carton et il écrit son roman. Et oui, c'est peut-être ça, c'est explorer des choses, écrire, c'est partir dans l'imaginaire. Mais pour moi, c'est toujours rester avec un ancrage dans la réalité. Voilà. C'est du quotidien, mais qui est ensuite passé à la moulinette de l'imagination, mais avec des... j'aime pas la science-fiction, j'aime pas le fantasy. J'ai aimé quand j'étais plus jeune, mais maintenant, je peux plus lire tout ce qui est Moorcock, tout ce qui est voilà, du fantasy. Et moi, j'aime les livres qui parlent de la réalité, de maintenant. Voilà, j'ai beaucoup lu les classiques avant. Maintenant, je lis plus des choses de maintenant, contemporaines. Maupassant ? Maupassant, oui. Bah, avant aussi, voilà, plus maintenant. Parce qu'on apprend Maupassant et la Tour Eiffel. Ça, je ne savais pas que Maupassant n'aimait pas du tout cette fameuse Tour Eiffel, qui est aussi un beau symbole de Paris. Donc voilà, comme il ne l'aimait pas, il mangeait tous les jours depuis le restaurant de la Tour Eiffel pour ne pas la voir, puisque c'est le seul endroit de Paris où on ne peut pas voir la Tour Eiffel. C'est pas mal. On l'aura bien compris, hein, vous aimez changer le regard finalement, parce qu'on peut à la fois regarder vers la lumière ou vers l'ombre, ça dépend de nous, et finalement ça coûte la même énergie, donc autant aller vers la lumière que vers l'ombre. Oui, c'est ça, c'est en fait de l'optimisme. Moi, comme je dis tout le temps, je suis un neurochronique. Ça veut dire que je vois toujours la porte de secours. Là, même quand il y a des problèmes, il y a toujours une solution. Il faut juste arrêter de penser 2 secondes et puis se dire ok, bon, c'est par là. Et je pense que c'est juste une manière de voir la réalité. On a tous la même presque réalité. Et c'est juste les opinions et les angles qui sont différents de comment vous l'abordez, comment vous la regardez. Mais il y a toujours... Voilà, du moment qu'on est vivant et qu'il y a de la vie, je crois qu'on peut toujours s'en sortir, même dans des situations très extrêmes. C'est l'instinct de survie, l'instinct de vie.
Alors, roman de transformation, roman de métamorphose, j'imagine pour vous aussi néanmoins, parce que justement, comment rester fidèle à soi, garder ce regard que vous avez, je dirais presque de candide, d'être juste, d'être fraternel, au moment où peut-être le succès arrive, parce que là, vous étiez complètement inconnu avant l'été. Je pense que là, aujourd'hui, dans le milieu littéraire, tout le monde est d'accord. Vous êtes la découverte de cette rentrée littéraire. Comment est-ce qu'on le vit tout d'un coup, la lumière qui est plongée? Vous êtes accompagné depuis ce matin avec une équipe de télévision française qui vous suit. Ça doit être aussi très déstabilisant, cela. Ou c'est un jeu, de nouveau, comme votre Fakir, c'est un jeu? Oui, oui, c'est très bizarre d'avoir ça. D'un coup, les projecteurs qui se tournent vers vous. D'un coup, de plus avoir une minute à vous, parce que c'est ça, parce que c'est des agendas très serrés. C'est 1 heure avec Libé, 1 heure avec Le Figaro, ensuite c'est 1 heure avec... voilà. Et ça n'arrête pas, et c'est ça tous les jours. Mais finalement, moi, je le vis d'une manière normale parce que je suis très détaché, parce que j'y crois pas quand je le vois là, j'y crois pas quand je le vois dans les meilleures ventes. Ça me paraît tellement, tellement incroyable que je suis toujours surpris, je suis toujours le Candide finalement, malgré ce qui arrive. Donc, je suis bien sûr très, très heureux et je vis ça avec beaucoup de naturalité. Moi, je change pas. Voilà. Sauf qu'à côté, il y a des gens qui s'intéressent à ce que j'écris maintenant, alors qu'avant, on s'intéressait pas du tout à ce que j'écrivais. Voilà, c'est ça qui est amusant aussi. Et voilà, Est-ce que vous êtes rassuré, parce que je pense que le deuxième a déjà été écrit. Donc sans doute c'est plus facile que se mettre à écrire maintenant, parce que premier roman, personne ne vous attend, il n'y a pas de pression, vous pouvez être complètement libre. Mais j'imagine que si aujourd'hui, ce soir, dans votre lit Ikea, ou sur votre bureau Ikea, vous deviez vous mettre à écrire votre deuxième roman, il y aurait sans doute plus de pression, justement, parce que là, vous seriez attendu d'une certaine façon, ça aussi. Oui, là, par exemple, je suis sur le 3e livre et c'est vrai que j'arrive pas trop à écrire puisque j'ai pas de moment en moi durant la journée et ensuite quand j'arrive à la maison, j'ai des enfants en bas âge et tout et donc et ça continue, donc j'ai vraiment pas l'esprit à pouvoir écrire et donc je suis très heureux d'avoir déjà écrit le deuxième livre, parce que j'en ai écrit un autre après celui-là que j'ai écarté et j'en ai réécrit un dans la foulée que j'ai proposé et qui sera le prochain livre. Toujours dilettante. Toujours dilettante, oui. Donc c'est bien de l'avoir écrit parce que maintenant je peux vivre, voilà, tranquillement toute la promotion, parce que c'est vraiment un travail, la promotion. On croirait pas, on croirait qu'en fait écrivain c'est écrire dans sa chambre, voilà, et puis il y a un livre qui sort et puis vous continuez à écrire dans votre chambre. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que d'un coup vous êtes très très sollicité et vous êtes plus dans votre chambre. Vous l'évitez. On l'évite. Voilà, on monte. On l'évite, ouais. L'évite, très belle expression. Ceux qui ont lu déjà le livre comprendront. Finalement, pour terminer, Romain Puertelas, c'est ce que vous écrivez pour nous aider, pour aider quelqu'un, puisque le plus important dans la vie, finalement, c'est aider l'autre. Oui, bon, j'ai pas la prétention d'écrire pour aider les gens ou pour mais bon, on m'a dit que ce livre faisait beaucoup de bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur le livre. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, le deuxième, il faudrait qu'il soit aussi dans la veine de cette positivité et écrire quelque chose qui fasse du bien, qui fasse rire, mais qui fasse aussi un petit peu penser, un petit peu, voilà, parce que c'est pas le tout d'avoir un livre de blagues. C'est bien qu'il y ait une contrebalance avec un sujet un petit peu plus sérieux, un petit peu plus triste. Et oui, ça m'a donné envie donc d'écrire dans cette veine. Ouais. Pour faire du bien aux gens, si j'arrive un petit peu, même avec une personne, si elle a passé du bon temps avec, je suis déjà très heureux. Rassurez-vous, je pense qu'énormément de personnes passent énormément de bien avec votre livre. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous aider, Romain Puertelas ? Ah ben non, vous avez déjà fait beaucoup. En m'invitant ici, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors, permettez-moi, avant de céder le micro au public, vous êtes au pays du chocolat. Vous parlez des beaux pays qui ressemblent à des boîtes de chocolat pleines de surprises dans ce livre. Donc, j'espère que vous êtes gourmand. Tant pis si vous faites des tâches ce soir dans votre lit Ikea, du chocolat made in Belgium, de Zabar. Laissez-moi vous offrir ces chocolats, puisque je pense que vous êtes un gourmand également. Ah oui, bah, par contre, je ne les mangerai pas dans le lit. Non, mais vous écoutez, j'ai l'impression que je fais tout dans le lit. J'écris dans mon lit Ikea, je mange des chocolats dans mon lit Ikea. Déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit un lit Ikea.
Mais ensuite, ça me fait très plaisir. Merci. Je vais vous faire une confidence, Romain. C'est parce que j'ai lu votre livre dans mon lit, qui n'est pas un lit Ikea. Je fais des transferts sur vous. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent poser une question à Romain Puertolas, qui est vraiment... Allez-y, on est entre nous, on voilà. n'est pas en cours de philo. Voilà, je vous demanderai simplement chaque fois d'attendre le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Je n'ai pas lu votre livre, mais je voulais simplement vous demander si le cinéma s'était déjà approché de vous. Parce que ça me semble être un sujet qui va les attirer. Oui, alors on a eu une offre cinéma avant la publication du livre en France. Donc on avait déjà une offre très 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 importante, même au niveau financier, c'était vraiment une grosse offre de quelqu'un qui nous disait, d'un producteur qui est connu là-bas, enfin je dirais pas les noms puisque c'est encore en négociation, et qui dit je vous connais pas, je sais pas si ça va marcher, mais je sens que ça va cartonner et je prends le risque, tenez, je vous fais une offre aujourd'hui, et voilà. Et donc on a attendu. Puisque mon éditeur n'était pas sur Paris à ce moment-là, il a dit on va attendre mon retour, on va voir ça calmement, il ne faut pas se précipiter non plus. Et finalement, on en est à 4 offres de cinéma là, par des gros producteurs de cinéma. Donc voilà, on est en négociation. Demain, j'ai encore un rendez-vous avec un producteur. Avant-hier, j'étais avec un autre producteur. Donc il va y avoir le film. Oui, ça c'est presque sûr. Voilà. Et Sophie Marceau? Ah ben J'aimerais beaucoup qu'il y ait Sophie Marceau, j'aimerais beaucoup, bien sûr. Merci. Autre question avant qu'on passe à la séance de signature. Marc Philipson. Oui, Pascal Laurent. Je voudrais savoir, parce que quand tu es arrivé, je l'ai trouvé très important. Oui, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Philipson, enchanté, monsieur. Voilà, quand vous ouvrez ce livre, on tombe par hasard, on tombe sur ce... Prière d'insérer. Et avant de lire et de découvrir ce roman, j'ai plutôt été attiré par sa biographie, vous aussi, par sa biographie. Donc je voudrais savoir si tu as un impresario d'abord, si tu as quelqu'un qui s'occupe de ton image, marketing et autres, parce que ça donne vraiment envie de découvrir le personnage. Et on voudrait, puisque je ne suis pas le seul à l'avoir lu, connaître la part de vérité. Qu'est-ce qui est vrai ou pas? On pourrait vite lire. Je n'ai pas mes lunettes. Tu peux vite lire? Attends, on va la lire. Ouais, j'ai mes lunettes en poche. Oui, non, je vais le... Ouais. Tu vas la lire? Oui. Tu vas raconter ce que tu as fait. Okay. D'accord. Alors je vous lis l'autobiographie. Ça fait un peu Alain Delon. Romain Puertolas est né à Montpellier en 1975. Enfant, il souhaite devenir coiffeur trompettiste, mais le destin en décide autrement. Ballotté entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, il est tour à tour DJ turntabliste, compositeur-interprète, professeur de langue, traducteur-interprète, steward, magicien, avant de tenter sa chance comme découpeur de femmes dans un cirque autrichien. Rapidement débouté à cause de ses mains moites, il décide de s'adonner à l'écriture compulsive. Auteur de 450 romans en un an, soit 1,2328766123 romans par jour, il peut enfin ranger ses propres livres dans sa bibliothèque Ikea. Malheureusement, dépossédé de 442,65 de ses romans par des extraterrestres doués d'une intelligence et d'un goût très sûr, Romain Puertolas se retrouve avec une bibliothèque en cajot de pêche bancale et désespérément vide. Il embrasse à présent une carrière de lieutenant de police en France et n'a plus qu'une seule chose en tête, retrouver ceux qui ont fait le coup. Et à ça, ton éditeur ajoute, quand il envoie aux journalistes et autres, tirage de 2222 exemplaires. Donc, au libraire de réagir et de dire « Moi, j'en achète 2220, parce que je ne veux pas être en rupture. » Vous êtes doués tous les deux. Hein. Le premier tirage s'est fait à 2222 exemplaires. Et là, on en est au 10e tirage en un mois et quelques. Et c'est des tirages maintenant de 10 000, voire 30 000. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu affolant. Alors, pour revenir à cette autobiographie, c'est l'autobiographie que j'ai écrite en envoyant mon manuscrit au dilettante. Parce que j'aime bien les lettres de motivation. Bon, j'ai jamais fait une lettre de motivation comme ça pour un emploi sérieux, hein. Mais là, comme ça allait bien avec le livre, j'ai envoyé comme ça. Et là, je me suis dit, tu es en train de creuser ta propre tombe, parce que quel est l'éditeur qui va lire ça? Il va dire, qu'est-ce que c'est que ce mec? Donc je me suis dit, c'est pas la peine, tu vas être refusé. Et c'est pour ça que j'étais étonné quand j'ai été accepté. Et quand, en parlant après avec mon éditeur, il m'a dit, la première chose que j'ai vue, c'est la lettre de motivation. Il m'a dit, rien qu'avec ça, j'ai su qu'on tenait un super truc. Je dis, ah bon? Allez. Donc il est aussi déjanté que moi. Hein. Et c'est la vérité, sauf le coiffeur trompettiste, ça c'est pas vrai. Mais ensuite, c'est vrai, j'ai vécu en France, en Espagne et en Angleterre.
J'ai été DJ au début, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la musique électronique, dans le rap, j'étais dans plusieurs groupes et j'étais scratcher, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est faire des sons avec des vinyles. Je passais 8 heures de mes journées à faire ça, pour faire les championnats de France et tout. J'étais avec des groupes. Il y a un moment donné où je me suis dit, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, tu ne peux pas scratcher toute ta vie. Et donc je suis parti en Espagne et j'ai été traducteur-interprète et professeur de langue, donc de français, d'espagnol et quelques fois d'anglais. Steward, j'ai travaillé dans l'aviation, donc 5 ans à Barcelone comme steward, mais de terre, pas dans les airs. Donc à l'embarquement des vols, vous savez, couloir ou fenêtre, hein, voilà. Et aux portes. Ensuite, j'ai été chef avion, ça y est pas là, mais vous vous occupez d'une escale en fait quand l'avion arrive. Il faut que l'avion reparte en 40 minutes. Ça, c'est à mon époque, parce que maintenant ils peuvent repartir 3h30 après. Mais à mon époque, il fallait les faire repartir en 40 minutes. Et vous faisiez la gestion du combustible, des passagers qui doivent rentrer, des bagages qui sortent, des bagages qui rentrent, et voilà. Ensuite, magicien, je connais beaucoup le monde de la magie. Découpeur de femmes, ça je dis toujours, j'ai découpé ma femme en 3 puisque j'ai eu 2 enfants avec elle. Donc finalement, je l'ai découpée en 3. L'écriture compulsive, c'est vrai, puisque je ne fais qu'écrire. Alors bien entendu, j'écris pas un roman par jour, mais presque. Puisque celui-là, j'ai mis 2 semaines et demie, et voilà, 3 semaines. Et le prochain livre, je l'ai écrit en 2 semaines et demie. Et ensuite, les extraterrestres qui m'ont volé mes manuscrits, c'est vrai. Il se passe une petite chose avec les clés USB, c'est que des fois, vous vous retrouvez avec votre clé, vous la mettez dans l'ordinateur, et là, vous voulez ouvrir votre fichier, et d'un coup, c'est écrit tout en extraterrestre. Et vous venez de vous apercevoir que vous avez perdu votre document. Et donc, j'ai perdu des histoires et des manuscrits comme ça. Et puis, effectivement, lieutenant de police, c'est la dernière profession en date. Ça fait 4 ans que je suis inspecteur de police en France. Voilà. Et jusqu'à dans un mois, puisque j'ai pris ma disponibilité pour maintenant me consacrer qu'à l'écriture. Voilà. Donc, c'est vrai. Ouais. J'avoue, je suis coupable. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas maintenant à venir rencontrer notre invité, d'avoir une signature avec lui. En tout cas, nous, Romain Puertolas, on a dévoré ce livre comme un bon chocolat. Et on souhaite ardemment lire le suivant. Je crois que c'est la question pour terminer, que les gens doivent demander le plus dans les médias, non ? Quand paraît le nouveau roman de Romain Puertolas ? Oui, quand tout le monde aura lu le Fakir. Ok, ça va. Donc ça va aller très très vite. Donc dans moins d'1 an, on aura encore la chance de recevoir Romain Puertolas. Romain Puertolas, un très grand merci. Je vais quand même redire encore une fois ce titre qui est le plus long de la rentrée littéraire, je pense. L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans son armoire Ikea. J'y suis parvenu. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vous être déplacés et venus me voir. Merci.